à Paris, le magazine de la ville de Paris. Bienvenue dans votre magazine à Paris, numéro 69 pour le printemps 2019. À la une, pourquoi une police municipale parisienne? Notre dossier, une économie dynamique, découverte, une piscine d'exception. À Paris, l'éditorial. L'édito d'Anne Hidalgo, maire de Paris. La sécurité à Paris, votre sécurité ne doit pas être un enjeu politique. Vous attendez des réponses concrètes à des problèmes concrets. J'entends que vous voulez une présence humaine plus forte dans nos rues, nos parcs et nos jardins. La circulation doit être mieux régulée sur les trottoirs et sur la chaussée. Notre ville doit être mieux respectée, plus propre, plus calme, plus apaisée. C'est pour mieux prendre soin de Paris et mieux vous protéger que je vous propose la création d'une police municipale parisienne. Cette proposition est le résultat d'un travail de fond. Un dialogue lancé en juillet l'année dernière avec des experts, des élus et les acteurs de votre sécurité. Je vous soumettrai bientôt en toute transparence les résultats de ces travaux et nous pourrons construire ensemble ce que sera votre police municipale parisienne pour que Paris reste une ville sûre et attractive. Au sommaire de votre magazine à Paris, numéro 69 pour le printemps 2019, l'édito d'Anne Hidalgo, maire de Paris. Paris Express, transport, la gratuité pour les jeunes parisiens, loisirs, vélos et bronzettes autorisés dans les parcs, sport, faites vos courses, découverte, les conservatoires lèvent le rideau, solidarité, nos aînés bien accompagnés, budget, l'exercice 2019 à la loupe. À la une, pourquoi une police municipale? À l'issue d'un audit sur la sécurité, la ville a décidé de se doter d'une police municipale chargée d'assurer la tranquillité publique, la sécurisation des déplacements et la propreté. 3 questions à Michel Felquet, directeur de la DPSP et chef de la future police municipale parisienne. Infographie, la sécurité des Parisiens en chiffres. Grand angle, attractivité, quels atouts pour la capitale? Dispositif, les petits commerces soutenus. Initiative 1083, le gin local et bio. Économie, l'ESS prospère à Paris. Santé, une filière en pleine forme. Innovation, terre d'entreprise innovante. Études, l'excellence de l'enseignement. Emploi, carton plein avec Paris Fabrique. Découverte, culture, Victor Hugo de Place des Vosges à Guernesey. Insertion, la fabrique nomade valorise les artisans réfugiés. Propreté, zéro déchet, c'est le paradis. Patrimoine, à la butte aux Cailles, une piscine cathédrale. Portrait, Marie-Agnès Gillot, une vie étoilée. Livre, tribune, que faire à Paris, l'agenda de votre magazine. Paris Express, transport gratuit pour les jeunes Parisiens. À la suite de la remise du rapport sur la gratuité des transports, plusieurs mesures ont été annoncées début janvier. Ainsi, la ville de Paris propose que dès le 1er septembre 2019, les petits Parisiens jusqu'à 11 ans puissent emprunter les transports publics gratuitement, de même que les Parisiens handicapés de moins de 20 ans. Les collégiens et lycéens bénéficieront quant à eux d'un remboursement de 50% de leur carte Navigo. Enfin, l'abonnement Vélib sera gratuit pour tous les Parisiens âgés de 14 à 18 ans. Plus d'infos sur le site paris.fr. 11% des rues, places, parcs et établissements municipaux portent désormais le nom de femme contre 4% en 2014. Antoinette Fouque, Olympe de Gouges, Assia Djebar ou encore Simone Veil retrouvent ainsi une visibilité légitime. Mathias Malzieu reprend la direction artistique des Trois Baudets. Chanteur du groupe Dionysos, compositeur, réalisateur et écrivain, Mathias Malzieu, artiste prolifique, a repris la direction artistique des Trois Baudets dans le 18e à la suite d'un changement d'exploitant début janvier. Un nouveau défi pour celui qui vient de publier son 8e livre, Une sirène à Paris, qui sera aussi le titre de son prochain album. Créé en 1947 par Jacques Canetti pour offrir une première scène aux jeunes auteurs-compositeurs-interprètes, Brassens, Brel ou encore Gréco y ont fait leurs armes. La salle des Trois Baudets poursuit aujourd'hui sa mission en révélant de nouveaux artistes de la chanson française. Plus d'infos sur le site les3baudets.com. Vélos et bronzettes autorisés dans les parcs, les quelques 500 parcs et jardins parisiens se dotent en 2019 de nouvelles règles. Désormais, les vélos, trottinettes et véhicules roulants non motorisés peuvent les traverser sur des allées signalées. Les animaux de compagnie non dangereux tenus en laisse sont bienvenus dans les parcs et les allées des jardins ne disposant pas d'aires de jeu pour enfants. Les amateurs de quilles, jeux de palais, molki et autres peuvent s'y adonner dans les zones autorisées. Enfin, feu vert pour la bronzette l'été sur les pelouses, le maillot de bain étant désormais autorisé.
Plus d'informations sur paris.fr/jardin. Quelques mots de Robert G. Zimmer, président de l'Université de Chicago. L'extension de l'Université de Chicago à Paris dans le 13e témoigne de son succès en tant que destination intellectuelle de renom pour les professeurs, les étudiants et les anciens élèves. C'est une étape cruciale de notre soutien à l'éducation et à la recherche dans le monde entier. Le réseau de bus se renouvelle. À partir du 20 avril, le réseau de bus parisien évolue. 50 lignes de Paris Intramuros et de la Petite Couronne sont modifiées ou prolongées et 5 nouvelles lignes voient le jour. La 25 de Bibliothèque François Mitterrand à Vitry-Marguerite-Duras, la 45 de Concorde à Aubervilliers-Saint-Denis, la 59 de Clamart-Percy à Place d'Italie, la ligne 71 de Porte de la Villette à Bibliothèque François Mitterrand et la 77 de Joinville-le-Pont à Gare de Lyon. Cette évolution va permettre d'augmenter la fréquence des bus, notamment aux heures de pointe et en soirée, et d'améliorer leur ponctualité et d'assurer un meilleur maillage du territoire. Plus d'informations sur nouveauréseaubusparisien.fr. Foulée printanière, sportive et sportifs, faites vos courses. On commence le samedi 23 mars avec les 10 km des foulées du Tertre à Montmartre dans le 18e. Si vous n'avez pas peur de marcher dans la boue, rendez-vous dimanche 28 avril sur l'esplanade du château de Vincennes pour les 14,2 km du trail Le Pouce. Enfin, participez le 31 mars à la grande course du Grand Paris. Éco-responsable et solidaire, 10 km de la place de la République au Stade de France de Saint-Denis pour gommer le clivage Paris-Banlieue. Les plus intrépides et les plus sportifs se retrouveront le dimanche 14 avril pour les 42,195 km du Schneider électrique marathon de Paris. Plus de 2000 Parisiens solidaires se sont portés volontaires aux côtés des 400 agents municipaux pour participer le 7 février à la deuxième nuit de la solidarité. Tous avaient suivi au préalable une formation de la ville pour mener à bien cette action de recensement des sans-abri parisiens. 3622 sans-abri ont ainsi été recensés. Plus d'infos sur le site paris.fr/nuit de la solidarité. 1586 places de crèche seront créées en 2019, ce qui fait de Paris le numéro 1 des départements en la matière. L'objectif est d'atteindre la création de 5000 places d'ici 2020 sur l'ensemble de la mandature. Réinventer Paris 2, les 20 lauréats font revivre des lieux insolites. Les 20 lauréats de l'appel à projet d'architecture Réinventer Paris 2 sont connus depuis le 15 janvier. Baptisé Les Dessous de Paris, cette seconde édition a voulu mettre en lumière les sous-sols inoccupés de la capitale, mais aussi favoriser les projets artistiques, sportifs et culturels. Pour la première fois, un collectif de riverains a été sélectionné pour son projet Usine des Cinq Sens sur l'emplacement de l'ex-usine de pompage d'eau de Seine d'Auteuil dans le 16e. Parmi les projets notables, citons encore le projet Galerie Valois dans le premier, que l'on peut voir ici en photo, une galerie souterraine contiguë au métro Palais Royal Musée du Louvre qui sera dédiée à la diffusion des cultures via le multimédia. Rendez-vous sur le site réinventer.paris pour en savoir plus. Les conservatoires lèvent le rideau. Les conservatoires de la ville de Paris se dévoilent lors des journées portes ouvertes organisées en avril et mai. À cette occasion, le public pourra assister à des cours ouverts en danse, musique et théâtre, à de courtes représentations données par les élèves. Des informations sur les inscriptions seront également communiquées. Un nouveau site internet mis en ligne cette année au printemps permettra par ailleurs de découvrir la richesse de l'offre culturelle et pédagogique de ces lieux uniques d'enseignement artistique. Plus d'infos sur paris.fr/conservatoire au pluriel. Un nouveau terrain de sport aux Halles. Depuis la mi-décembre, le premier arrondissement dispose d'un nouvel espace multisport en libre accès, composé d'un terrain de football, de 2 demi-terrains de basketball, de tables de ping-pong et de tables d'échecs. Il occupe près de 400 mètres carrés au cœur du jardin Nelson Mandela. Sa création fait suite à la demande des collégiens du secteur qui l'avaient formulée via le budget participatif. Cet espace a été réalisé avec la complicité du street artiste parisien Romain Froquet, auteur notamment d'une fresque colorée au sol, s'inspirant de l'art ethnique et de l'esthétique urbaine. L'encadrement des loyers bientôt rétabli. L'encadrement des loyers va faire son grand retour à Paris alors que la loi Elan, votée fin novembre dernier, offre de nouveau cette possibilité aux villes qui en font la demande. Après un vote au Conseil de Paris en décembre, la mesure devrait être effective à l'été 2019. La ville a par ailleurs adressé une demande officielle au ministre du Logement le 29 janvier dernier pour son rétablissement. 100% de lait bio dans les crèches. Depuis mars, le lait servi dans les crèches municipales est intégralement bio. Une première pour une grande collectivité française et un élément de plus en faveur d'une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. Sont concernés les laits premier âge et les laits infantiles deuxième âge et de croissance, soit 2300 litres en moyenne servis chaque jour. Toutes les informations sur paris.fr/crèche au pluriel.
Nos aînés bien accompagnés. La ville de Paris a mis en place au 15 janvier un nouveau service d'accompagnement des personnes isolées de plus de 65 ans. Animé par les associations Autonomie Paris-Saint-Jacques, les Petits Frères des Pauvres et Lulu dans ma rue, Paris en compagnie propose aux personnes âgées les plus isolées un accompagnement gratuit dans leurs déplacements, promenades, courses, rendez-vous médicaux, etc. Après avoir suivi une formation, les bénévoles peuvent s'inscrire via une application dédiée qui les informe des besoins dans leur quartier. Rendez-vous sur le site parisencompagnie.org pour en savoir plus ou par téléphone 01 85 74 75 76. Le budget participatif continue de créer l'émulation. La 6e édition du budget participatif est lancée en janvier dernier. 2084 projets ont été déposés contre 1924 en 2018, dont 282 concernent les quartiers populaires. Cet outil démocratique innovant permet aux Parisiens, quel que soit leur âge et leur nationalité, de proposer des projets pour leur ville. En tout, ces investissements décidés par les citoyens représentent un demi-milliard d'euros sur 5 ans et 100 millions sur l'année 2019, dont 30 millions à destination des quartiers populaires et 10 millions pour les écoles et les collèges. Les projets seront soumis au vote des Parisiens en septembre prochain. Depuis sa création, le budget participatif a permis 1353 réalisations. Plus d'infos sur le site budgetparticipatif.paris.fr. 1,2 million de visiteurs ont découvert les expositions du Petit Palais en 2018. Ce chiffre constitue un record de fréquentation pour ce musée de la ville de Paris. 21e édition du Salon des Seniors. La 21e édition du Salon des Seniors se tiendra du 3 au 6 avril prochain au Parc des Expositions de la Porte de Versailles dans le 15e. Rendez-vous annuel incontournable des plus de 50 ans. Il rassemble quelques 250 exposants répartis dans 10 villages thématiques et donne lieu à près de 130 événements. Tous les renseignements, toutes les infos sur le site salondesseniors.com, par téléphone 01 81 93 82 90, invitation gratuite en ligne ou 10 € sur place. Budget, l'exercice 2019 à la loupe, stabilité des impôts, investissements soutenus, dépenses de fonctionnement maîtrisées. Revue de détail du budget 2019 de la ville de Paris. La répartition, tout d'abord, 8 milliards pour le fonctionnement, 1,7 milliard pour les investissements. Les dépenses par politique publique, tout d'abord les dépenses de fonctionnement, 31% consacrés aux services généraux et gestion des fonds européens, 28% pour la santé, l'action sociale, l'APA, le RSA. Pour l'enseignement, la formation professionnelle et l'apprentissage, 9% du budget. Pour l'environnement, 8%. 8% également pour les transports, 7% pour la culture, la vie sociale, la jeunesse, les sports et les loisirs, 5% consacrés à la sécurité, 3% à l'aménagement des territoires et l'habitat et enfin 1% pour l'action économique. Les dépenses d'investissement maintenant et tout d'abord 39% consacrés à l'aménagement des territoires et habitat, 17% pour les services généraux et gestion des fonds européens, 12% pour la culture, la vie sociale, la jeunesse, le sport et les loisirs, 20% pour les transports, 9% pour l'enseignement, la formation professionnelle et l'apprentissage, 6% pour la santé, l'action sociale, l'APA et le RSA, 4% pour l'environnement, 2% pour l'action économique et enfin 1% pour la sécurité. Les chiffres clés, 400 millions d'euros par an dédiés au logement, notamment pour le financement de 7000 logements sociaux, plus 0,34% de dépenses de fonctionnement en moyenne hors péréquation depuis 2014, 500 millions d'euros destinés au budget participatif durant la mandature, soit 5% du budget d'investissement global. À la une, Paris aura sa police municipale. Cette police non équipée d'armes à feu sera chargée d'assurer la tranquillité publique, la sécurisation des déplacements et la propreté en intervenant à 2 niveaux, médiation et verbalisation. Depuis 2014, de nombreuses réformes ont été menées en matière de sécurité, plus particulièrement en 2016 avec la création d'une direction municipale de la sécurité et en 2017 avec la réforme du statut de Paris qui a renforcé les pouvoirs de police du maire et transféré 1841 agents de la préfecture de police à la ville de Paris. Les effectifs municipaux dédiés à la sécurité des Parisiens ont ainsi été multipliés par 3 en 4 ans, passant de 1000 agents en 2014 à 3200 agents en 2018. Pourquoi une police municipale ?
Pour tirer un premier bilan de ces réformes et identifier ce qui peut être encore amélioré, la maire de Paris a demandé en juillet 2018 la réalisation d'un audit indépendant sur la sécurité des Parisiens. Pendant 4 mois, plus de 200 personnalités, élus locaux de tous bords politiques, services municipaux, experts et principaux partenaires de la ville de Paris, préfecture de police, SNCF, RATP, parquet de Paris, etc., ont été auditionnés. Les résultats de cet audit ont fait apparaître un bilan positif de la réforme du statut de Paris, une attente des Parisiens en matière de sécurité et un réel consensus quant aux missions qui doivent être celles de la ville de Paris et celles de la préfecture de police. De ces conclusions découle la volonté de créer une police municipale parisienne. Quelles seront ces missions ? La police municipale parisienne, au pouvoir contraventionnel, aura 3 missions principales. Garantir la propreté des rues en sanctionnant les dépôts d'ordures, les jets de mégots, le vandalisme, les épanchements d'urine, etc. Veiller à la tranquillité publique en luttant notamment contre les nuisances sonores sur la voie publique, d'origine professionnelle ou publique. Protéger les citoyens dans leurs déplacements, stationnement gênant, respect des voies de bus, des pistes cyclables, des espaces réservés aux vélos, etc. La sécurité des passages piétons et des trottoirs, trottinettes électriques, etc. Et le respect des normes anti-pollution, vignettes, critères. Quel type de police ? Elle sera présente dans tous les quartiers, avec un effort particulier dans ceux qui en ont le plus besoin, et 24 heures sur 24, avec une attention particulière portée à la soirée et à la nuit. Elle sera au contact direct des habitants, qui pourront également la joindre par téléphone. Elle bénéficiera d'un équipement adapté, bâton de défense, lacrymogène, gilet tactique, caméra piéton, mais ne sera pas dotée d'armes à feu sur le même modèle que les polices municipales de grandes villes comme Bordeaux, Grenoble ou Lille, ou encore des bobbies londoniens. Ces véhicules seront équipés de gyrophares et autorisés à emprunter les voies de bus pour des interventions rapides. Quelle coopération avec la police nationale ? Dans un souci de parfaite complémentarité avec la préfecture de police et ses 15 000 agents, la mairie de Paris propose la signature d'une convention de coordination entre la ville de Paris et l'État. Elle comprendra un contrat pluriannuel dans lequel la municipalité s'engage à consacrer des moyens supplémentaires à la police municipale et l'État à augmenter les effectifs de police nationale dans les commissariats. Par ailleurs, la police municipale parisienne souhaite participer à la plateforme unique d'appel 17 18 112 pour assurer la meilleure répartition possible des équipes dans les interventions de terrain. À quelle échéance ? Dès le mois de février 2019, la municipalité a saisi le ministre de l'Intérieur pour travailler à une mise en place opérationnelle de la police municipale dès 2020. La loi sur le statut de Paris, adoptée en février 2017, a d'ores et déjà doté la maire de Paris des compétences de police municipale qui intéressent la sécurité des Parisiens dans leur vie quotidienne. Des évolutions réglementaires et législatives seront néanmoins nécessaires pour que les agents municipaux disposent de pouvoirs de police et puissent exercer ces compétences dans le respect du statut particulier des personnels des administrations parisiennes. Le recrutement de 200 agents supplémentaires, dont une trentaine de médiateurs dédiés à la prévention des RICS, viendront dès les mois prochains compléter les 3200 agents déjà mobilisés. 3 questions à Michel Felquet, nouveau directeur de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la ville de Paris. Ce commissaire général détaché de la police nationale, ex-patron de commissariat de banlieue de la brigade des réseaux ferrés d'Île-de-France et de la brigade anticriminalité de nuit de Paris, sera le chef de la future police municipale parisienne. Quelles vont être vos premières décisions en tant que chef de la future police municipale ? Je veux d'abord marquer la présence des agents dans les quartiers. Nous avons déjà entamé des opérations qui montrent aux Parisiens que tous les jours, les agents de la ville interviennent pour la protection routière et la lutte contre les incivilités. Je veux ensuite créer une cellule de réponse aux usagers pour que chaque remontée d'incivilité, par mail, par écrit, par le 3975 ou via l'application Dans ma rue, trouve une réponse adaptée. Les médiateurs de rue rencontreront les usagers et préciseront la demande. S'il s'agit d'un problème du ressort de la préfecture de police, trafic, agression, etc., nous leur ferons remonter. Si c'est un problème de propreté, nous transmettrons aux services compétents. J'écrirai ensuite à la personne pour lui expliquer ce qui aura été fait. Nous avons une multitude d'agents sur le terrain, agents de surveillance ou inspecteurs de sécurité de voie publique, ASP et ISVP, gardiens de square ou de mairie, agents des points écoles, brigades cynophiles, motards, etc., chargés de faire remonter les problèmes liés à l'utilisation de l'espace public. Les agents responsables de la protection routière ou de la lutte contre les incivilités ne sont pas là uniquement pour verbaliser, mais aussi pour tranquilliser l'espace public. Et quelles sont vos priorités ?
Toutes les incivilités sont ma priorité. Jets de papier, de mégots, d'éjection canine, dépôt d'ordures, épanchement d'urine, stationnement gênant, etc. Il faut aérer l'espace public. D'ailleurs, plus d'1 million de PV ont été établis en 2018. C'est énorme. Nous allons renforcer nos actions, notamment sur les dépôts sauvages, les stationnements anarchiques et la sécurisation des piétons et des cyclistes. Nous allons également monter en compétences sur les problèmes de nuisances sonores dans l'espace public. Nous avons aussi une unité qui travaille pour mettre à l'abri les sans-domicile, pour trouver des foyers pour les migrants et protéger les mineurs non accompagnés dans le cadre de missions de protection judiciaire. Il y a tout un travail à faire pour protéger cette population fragilisée. Je n'oublie pas non plus la prévention des risques. Il faut absolument que l'on arrive à agir préventivement sur cette question. Cette connaissance des groupes, des bandes organisées est essentielle et c'est un travail que nous allons réaliser avec nos médiateurs en renforçant leurs effectifs dès à présent, avant même la création de la police municipale en 2020. J'ai travaillé à Berlin en tant qu'attaché de sécurité intérieure. Là-bas, ils appliquent le concept de désescalade. Lorsqu'il y a un conflit, on fait en sorte d'écouter, mais aussi de rappeler les règles de civilité. C'est ce que je veux appliquer à la ville de Paris. Cela signifie-t-il une présence renforcée dans l'espace public ? Oui, tout à fait. Nous allons faire en sorte que nos agents soient présents dans les quartiers où ils sont les plus utiles et aux horaires les plus tendus. Nous allons organiser des opérations d'occupation de la voie publique, comme nous avons commencé dans les 10e, 18e, 19e et 20e. Ces opérations nous permettent de rassurer, d'être au contact, de verbaliser aux besoins, tout en restant dans notre champ de compétences. Cette police municipale permettra un travail plus ciblé et une organisation plus cohérente. Tous les agents sont là pour créer du lien social. Pour bien répondre aux besoins des Parisiens, il faut être présent et sentir ce qui se passe réellement afin d'adapter nos réponses. Je sens d'ores et déjà un engouement des Parisiens et des agents pour ce projet. J'en suis réellement ravi. La sécurité en chiffres, 24 heures sur 24 de présence dans l'espace public, 3200 agents municipaux, 1 180 000 PV émis en 2018 contre les incivilités dans l'espace public sous toutes ses formes, du dépôt sauvage au stationnement gênant. Une salle de vidéo-verbalisation depuis septembre 2018. Et puis selon un sondage Ipsos d'octobre 2018, 76% des Parisiens souhaitent que la politique de verbalisation des infractions soit renforcée. 69% d'entre eux jugent insuffisants les effectifs de police nationale. Enfin, 65% des Parisiens estiment que Paris est une ville sûre. Grand angle, les clés de l'attractivité parisienne. Des jeunes entrepreneurs aux acteurs de l'économie de demain, en passant par un vivier exceptionnel d'étudiants, Paris veut porter l'innovation à tous les échelons. Tour d'horizon d'une métropole dynamique où chacun a sa place. L'image de Paris a considérablement changé ces 10 dernières années. La ville n'est plus considérée comme une ville musée, mais comme une capitale internationalement reconnue pour son dynamisme économique et son innovation. Une ville qui attire les entreprises, crée de l'emploi, stimule la recherche et aide au développement des startups, mais aussi une ville qui ne laisse personne au bord du chemin en investissant dans la formation des Parisiennes et des Parisiens, notamment de celles et ceux rencontrant le plus de difficultés, fidèle en cela à sa vocation de ville inclusive. Preuve de cette mutation, Paris a fait un bond dans les classements internationaux des villes les plus attractives durant la dernière décennie, notamment depuis 2014. Plus de 10 000 startups y ont été créées, soit environ 15 000 emplois sur plus de 150 000 mètres carrés de locaux dédiés, au premier rang desquels la station F dans le 13e et le Cargo dans le 19e, plus grands incubateurs d'Europe. Parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales, 29 ont leur siège à Paris, ce qui place la ville en 3e position mondiale derrière Pékin et Tokyo, mais devant New York. Enfin, alors que le taux de chômage en France métropolitaine atteignait 8,8% au troisième trimestre 2018, il se situait à 7,1% à Paris. Ces résultats sont le fruit de la mise en place de politiques visant à favoriser cette concentration d'emplois et de compétences sur son territoire et au sein de la métropole, spécialement dans des filières considérées comme stratégiques, l'économie et la finance verte, les mobilités et la logistique propre, la santé, le commerce et l'artisanat, le tourisme, les industries créatives et culturelles, ainsi que l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Et parce que les emplois de demain se préparent aujourd'hui, l'enseignement supérieur et la recherche, terreau essentiel de l'innovation, sont particulièrement choyés. Paris peut ainsi se flatter de compter 363 000 étudiants dans l'enseignement supérieur répartis au sein de 7 universités et 35 organismes de recherche, dont certains de renommée internationale. En photo ici, la station F dans le 13e, l'un des plus grands incubateurs de start-up d'Europe. Paris, première ville européenne en matière de levée de fonds pour les start-up.
Au bonheur des petits commerces. Au dernier recensement de l'atelier parisien d'urbanisme, la capitale comptait 62 507 petits commerces. Une vitalité que la ville s'emploie à soutenir, notamment dans les quartiers populaires. Avec ces 62 507 commerces de proximité recensés, soit près de 400 magasins au kilomètre carré, Paris affiche une densité commerciale exceptionnelle. Une bonne santé que la ville préserve en luttant notamment contre l'uniformisation et la déshérence commerciale. Elle a d'ailleurs inscrit cette orientation dans son plan local d'urbanisme de 2016. Désormais, dans près de 300 km de rues, seul un commerce peut prendre la place d'un autre commerce. Et dans les 80 rues les plus commerçantes, seul un artisan peut remplacer un autre artisan. Cette action s'est poursuivie en 2017 avec la création du groupement d'intérêt économique, le GIE Paris Commerce. Le GIE gère désormais la commercialisation de l'ensemble des 7000 pieds d'immeubles des bailleurs sociaux de la ville, offrant une porte d'entrée privilégiée aux commerçants cherchant à s'installer. La Société d'économie mixte de la ville de Paris a également créé un testeur de commerce qui permet à de jeunes entrepreneurs de tester leur concept avant d'ouvrir leur boutique. Après les testeurs des 10e et 12e arrondissements, un troisième va ouvrir dans le 11e. En complément, le contrat Paris Commerce a été mis en œuvre dans 12 quartiers afin d'en redynamiser l'activité commerciale. Confié à la Société d'économie mixte de la ville de Paris, ce contrat a pour l'heure permis de mettre à disposition 61 locaux préemptés par la ville ou loués via des bailleurs privés. L'opération Vital Quartier, initiée dès 2001, s'est par ailleurs poursuivie dans les quartiers les plus touchés par la monoactivité et la déshérence commerciale. Quelques 300 commerces de proximité ont pu ainsi se maintenir ou se développer. Afin d'aider les petits commerçants à franchir le cap de la transition numérique, la Société d'économie mixte de la ville de Paris a lancé en 2015 le réseau Costo, programme d'animation numérique et économique. Ce réseau, qui compte aujourd'hui près de 1300 membres, permet une diffusion des pratiques innovantes et propose gratuitement de l'information sur les nouveaux usages, des formations numériques et la possibilité d'expérimenter des solutions digitales. Enfin, la ville a lancé l'appel à projet Coup de pouce commerce, un programme à destination des quartiers populaires, doté chaque année d'une enveloppe de 200 000 €. Ce programme permet aux bénéficiaires de financer des travaux de rénovation ou d'investissement de leur commerce. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet lauréat du budget participatif 2016 intitulé « Plus de commerce dans les quartiers populaires », un vote qui témoigne une nouvelle fois de l'intérêt des Parisiens pour leurs petits commerces de quartier. Plus d'infos sur le site paris.fr. Distinction, un label fabriqué à Paris. Mis en place en 2017, le label Fabriqué à Paris récompense les savoir-faire et l'excellence des artisans dont les produits ont été fabriqués ou transformés dans la capitale. En novembre dernier, 270 artisans ont été labellisés. 18 d'entre eux, distingués par un jury de professionnels et un vote en ligne des Parisiens, ont reçu des prix allant de 500 à 2000 €. Plus d'infos sur le site paris.fr/fabriqué à Paris. Des jeans bio conçus dans le Marais en ouvrant un atelier boutique rue de Turenne dans le 3e en décembre dernier avec le soutien de la ville et du GIE Paris Commerce. La marque de jeans éco conçue 1083 démontre que l'artisanat parisien a de beaux jours devant lui. Début décembre, une nouvelle boutique de jeans a ouvert au 114 rue de Turenne dans le 3e, dans le Marais. Sa particularité, elle vend des jeans éthiques et bio dont la production est à 97% française. Les 3% restants correspondent au coton qui ne pousse pas en France, explique Thomas Hurier, créateur de la marque 1083, mais on va bientôt le relocaliser en travaillant sur le recyclage, précise l'entrepreneur originaire de l'Isère qui a lancé son entreprise Modétique voici 11 ans. Surtout, la boutique dispose d'un atelier de confection ouvert sur l'espace de vente qui crée des jeans de série et sur mesure pour des prix équivalents à ceux des marques classiques. Le choix de se lancer dans la production de jeans n'était pas anodin pour Thomas Hurier. Je voulais un vêtement qui soit populaire et je trouvais intéressant de choisir le jean, textile le plus polluant du monde. De son propre aveu, il était aussi un peu frustré de produire des vêtements certes éthiques et bio, mais pas toujours très beaux. Aujourd'hui, grâce à un appel à projet lancé par la ville de Paris et le GIE Paris Commerce, Thomas Hurier a l'opportunité de développer son activité dans la capitale de la mode sur une surface de 150 mètres carrés. La ville a compris que notre concept permettait d'amener de la diversité et de la singularité au sein du quartier le plus mode de Paris, se réjouit le jeune homme, conscient qu'il n'aurait pas eu les moyens de s'installer sans le soutien du GIE. Trouver un local dans le Marais avec cette surface-là, la marche aurait été trop haute pour nous. Prochaine étape, être labellisé, fabriqué à Paris comme des centaines d'entrepreneurs parisiens ambassadeurs de l'artisanat de proximité.
On aperçoit ici cette boutique du Marais dans le 3e arrondissement sur une surface de 150 mètres carrés, la boutique 1083 qui a pu ouvrir grâce au soutien du GIE Paris Commerce. 1083, comme la distance kilométrique qui sépare les deux villes les plus éloignées de France métropolitaine, Menton dans les Alpes-Maritimes et Port-Spodère dans le Finistère. L'économie sociale et solidaire prospère à Paris. Porteuse de valeurs et vivier d'emploi, l'économie sociale et solidaire, l'ESS, bénéficie du soutien de plusieurs dispositifs municipaux qui lui permettent de se développer. En premier lieu, Les Canaux, une maison dédiée à l'ESS. Bordée par le bassin de la Villette, la maison des initiatives solidaires et innovantes dans le 19e, appelée Les Canaux, accueille une vingtaine de structures dédiées à l'ESS dans un espace entièrement rénové selon les critères de l'économie circulaire. Les particuliers, les entreprises et les institutions y découvrent les valeurs de l'ESS à travers des rencontres, des expositions et des ateliers. Des formations qui permettent d'orienter les porteurs de projets sociaux et solidaires sont également proposées. En deux, un levier contre le chômage. Paris compte une centaine de structures d'insertion par l'activité économique qui emploient plus de 2000 équivalents temps plein. En outre, elle fait partie des 10 collectivités sélectionnées pour le projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Cette expérimentation, en cours depuis 2017 dans le sud-est du 13e arrondissement, est conduite par un acteur d'un nouveau genre, 13 Avenir. Cette entreprise à but d'emploi a pour mission de valoriser les compétences des chômeurs de longue durée dans les quartiers d'expérimentation Bédier-Boutroux et Houdinet-Chevaleret. Dans le cadre d'emplois créés en CDI, elle développe des activités nouvelles, utiles et complémentaires du tissu économique existant. En 3, une opportunité pour les étudiants. Près d'1 millier d'entrepreneurs de l'ESS créent leur structure chaque année à Paris. Parmi eux, de nombreux étudiants qui peuvent se lancer grâce à l'appel à projet Start-in ESS, mis en place par la Maison des initiatives étudiantes, l'AMIE. Les étudiants et jeunes diplômés sont invités à présenter leur projet, quel que soit son niveau de développement. Les 16 candidats retenus suivent des ateliers de formation, accompagnés par des professionnels de l'ESS, reçoivent une bourse et bénéficient d'une place dans un espace de coworking. Enfin, en 4, des entrepreneurs récompensés. Depuis 2009, les trophées de l'ESS récompensent des projets innovants, solidaires et utiles prenant place sur le territoire parisien. En 2018, 12 lauréats ont été primés lors d'une cérémonie à l'Hôtel de Ville, telle que la fabrique Nomade et le Pain de la Liberté. La première aide les artisans d'art réfugiés à vivre de leur talent en France, tandis que la seconde forme des femmes en insertion au métier de la boulangerie. Plus d'informations sur le site paris.fr/économie-sociale-solidaire. On peut voir ici en photo la maison des initiatives solidaires et innovantes, baptisée Les Canaux, au bord du bassin de la Villette à Stalingrad, dans le 19e. Santé, une filière en pleine forme, service à la personne, recherche, innovation. La filière santé est un des moteurs de l'attractivité de la capitale qui peut s'appuyer sur un secteur organisé et efficace. Des dispositifs pour tous, 82 hôpitaux publics ou associatifs à Paris, 87 centres de santé médicaux ou polyvalents, 24 maisons de santé pluridisciplinaires, 11 450 professionnels de santé libéraux conventionnés en secteur 1. Une filière organisée et soutenue, 126 000 emplois dans le secteur de la santé à Paris, 150 professionnels de santé installés en secteur 1 dans la capitale grâce au dispositif d'aide ParisMed, 30 000 mètres carrés d'incubateurs et de pépinières d'entreprises créées dédiés à la santé et aux sciences de la vie. À la pointe de la recherche, 300 centres de recherche publics et privés, 12 000 chercheurs dans le domaine des sciences du vivant, première région en Europe pour les essais cliniques, 35 000 personnes attendues au plus grand congrès européen de cardiologie en août 2019. Terre d'entreprises innovantes, appel à projets, incubateurs, subventions, événements, outils numériques, etc. Comment la ville de Paris accompagne les entrepreneurs dans leur développement ? Paris Innovation Amorçage, le PIA. Les startups intégrant l'un des incubateurs labellisés Paris Innovation peuvent accéder à ce fonds financé à part égale entre Paris et la Banque publique d'investissement. Ces subventions, jusqu'à 30 000 €, soutiennent le développement d'entreprises innovantes en phase d'amorçage, PIA Incubation, ou le déploiement d'expérimentations sur le territoire parisien, PIA
expérimentation. En 2019, le PIA Fabrication Innovante a été créé pour soutenir la fabrication locale. Open Data Paris, dès 2011, Paris s'est engagé dans l'Open Data, l'ouverture des données publiques, avec un premier catalogue de données gratuit sur www.opendata.paris.fr. Depuis, la plateforme s'est enrichie des contributions de services municipaux, des demandes des utilisateurs et des données produites dans le cadre des marchés publics qui incorporent depuis 2014 une clause Open Data. Data City, organisé par l'incubateur Numa en lien avec la ville, cet appel à projet invite les startups à proposer des solutions à des problématiques urbaines. Pour la 4e saison, elles ont planché sur les places de parking inutilisées, la collecte des déchets des commerces ou la réduction des temps de travaux. Les lauréats titulaires d'une bourse de 10 000 € collaborent ensuite avec des partenaires pour élaborer leurs propositions. Les prototypes seront présentés à l'Hôtel de Ville en juin prochain. Fab City, membre du réseau international Fab City depuis 2016, la ville de Paris aspire à un développement respectueux qui privilégie les circuits courts. De nouveaux outils permettent de repenser la production en ville, qu'il s'agisse d'agriculture urbaine, d'énergie ou de biens manufacturés. En s'appuyant sur la trentaine de Fab Labs et lieux de fabrication parisiens, la ville encourage à produire et consommer de façon plus circulaire et durable. L'hôtel industriel Métropole 19 dans le 19e a par exemple ouvert en mars 3000 m² de locaux aux créateurs, designers, artisans et autres makers en échange d'un loyer modéré. Paris Landing Pack, ce dispositif de Paris & Co accompagne les entrepreneurs étrangers désireux de s'implanter à Paris. Le pack Paris Landing Explore leur permet de tester leurs innovations sur le marché français pendant 4 semaines. Les startups internationales ont accès à des ateliers encadrés par des experts et à un accompagnement individuel en anglais. Destiné aux projets plus matures, le Paris Landing Pack Investment propose un suivi de 3 mois minimum pour rencontrer des partenaires et clients potentiels. Hacking de l'hôtel de ville. Pendant 24 heures, la municipalité confie les clés de l'hôtel de ville à plus de 1100 startups, experts, grands groupes, élus, agents municipaux, investisseurs français et étrangers. Lors de ce marathon d'entretien, de sessions, de présentations, de démonstrations et d'expérimentations, ils s'entendent pour contribuer à transformer de façon durable et positive la société. Rendez-vous le 21 mars prochain pour la 5e édition. Quartier d'innovation urbaine développé par l'Urban Lab de Paris & Co. Dans des territoires représentatifs, cette initiative soutient des projets pilotes pour repenser la ville de demain plus durable et autonome. Après le premier quartier d'innovation urbaine déployé l'an passé dans la ZAC Paris-Rive-Gauche dans le 13e, un second quartier Paris-Nord est né début 2019 autour des portes de la Chapelle dans le 18e, Clignancourt 18e également et du quartier Rosa Parks dans le 19e. L'arc de l'innovation initié par la ville de Paris, Est Ensemble, Grand Orly, Seine, Bièvre et Plaine Commune. L'arc de l'innovation regroupe un territoire à l'est de Paris, de part et d'autre du périphérique. S'y développent les industries créatives, le numérique, l'entrepreneuriat social et solidaire, les incubateurs, des espaces de coworking et des Fab Labs. L'arc promeut les innovations, l'animation d'une communauté et le financement de projets à impact local. D'ici à 2020, 4 appels à projets en faveur des quartiers populaires seront lancés. Plus d'infos sur www.arcinnovation.fr. Et sur cette page, une carte nous montre les dynamiques de l'innovation. Tiers-lieux, nouvelles fabriques, pôle entreprise, lieu de formation et de recherche, espace culturel innovant, lieu de l'économie sociale et solidaire, lieu de l'économie circulaire, site d'agriculture urbaine. L'excellence de l'enseignement supérieur. Fondées dès la seconde moitié du 19e siècle, les écoles d'enseignement supérieur de la ville de Paris conjuguent tradition avec modernité grâce à des programmes tournés vers les métiers de demain. Ne vous fiez pas à leur âge. Si la plupart des écoles supérieures municipales dépassent les 100 ans, elles rayonnent en matière d'innovation. Créées dès le 19e siècle, elles avaient pour vocation de former des professionnels de haut niveau pour le compte de la nation. Aujourd'hui, ces établissements regardent vers le futur en proposant des enseignements créatifs. La doyenne des formations parisiennes, l'école Duperré, a été fondée en 1864 par Élisa Lemonnier, figure marquante de l'émancipation des femmes. Aujourd'hui installée rue du Petit-Thouars, dans le 3e, elle forme au métier de la création textile. Nos étudiants sont formés aux savoir-faire patrimoniaux de la tapisserie, de la broderie et du tissage, indique Héloïse Leboucher, proviseure adjointe. Nous leur apprenons la souplesse d'esprit pour qu'ils associent ces gestes très recherchés à des pratiques contemporaines comme l'impression 3D ou sur des dispositifs architecturaux. Même esprit à l'école Boulle dans le 12e, qui tient son nom de l'ébéniste de Louis XIV. Fidèle aux gestes d'antan de la tapisserie ou de la gravure, l'école s'est dotée
doté d'une section innovation-recherche dans laquelle les étudiants, sur la base de leurs compétences d'artisans d'art, développent un projet innovant avec une entreprise. Situé à la Manufacture des œillets à Ivry-sur-Seine, l'EPSAA, l'École professionnelle supérieure d'art graphique de la ville de Paris, a développé de son côté une pédagogie par le faire. La Creative Tech consiste à se saisir des matériels électroniques ou des services numériques au moment même de leur émergence pour faire acte de création, détaille son directeur Jérôme Pernoud. Fréquentée par Robert Doisneau et Cabu, l'école Estienne, dans le 13e, enseigne quant à elle les métiers du livre, typographe, illustrateur, relieur. Si les vieilles presses ou les gravures n'ont pas quitté les locaux, les diplômes de communication numérique et d'animation 3D façonnent désormais l'identité de l'école estienne. Côté ingénierie, Paris se positionne également comme un haut lieu de la recherche et de la formation scientifique. Avec ses 6 prix Nobel et un brevet déposé chaque semaine, l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, l'ESPCI Paris 5e, dispense un enseignement misant sur l'interdisciplinarité et l'apprentissage par la recherche. L'école, qui a vu passer Pierre et Marie Curie, voit naître près de 3 start-up par an. Enfin, au cœur du 19e arrondissement, l'école des ingénieurs de la ville de Paris, l'EIVP, a mis sur pied une chaire sur l'éclairage urbain de la ville du futur et une autre sur la valorisation des terres des chantiers urbains. Preuve que la métropole de demain se construit aussi avec les étudiants. Plus d'infos sur le site paris.fr. Coup de pouce Émergence soutient les jeunes chercheurs. Créé en 2009, le dispositif Émergence finance la création et le développement d'une jeune équipe de chercheurs ayant soutenu leur thèse il y a moins de 10 ans. Les montants destinés à l'investissement sur 4 ans atteignent jusqu'à 250 000 €. Depuis 10 ans, 90 projets originaux, interdisciplinaires et innovants ont été soutenus par la ville. Paris Fabrique forme au métier d'avenir. L'appel à projet Paris Fabrique soutient et accompagne les formations de l'économie circulaire depuis décembre 2017. Réemploi, éco-rénovation, éco-gestion, mobilité douce, etc. Autant de secteurs en pleine croissance qui offrent de nouvelles perspectives d'emploi aux Parisiens. Encore faut-il les former à ces métiers d'avenir. C'est l'objectif de Paris Fabrique, l'appel à projet lancé par la ville de Paris en décembre 2017 qui vise à soutenir les formations professionnelles dans l'économie circulaire. Une vocation durable mais également sociale. Ces formations gratuites s'adressent à des personnes éloignées de l'emploi, jeunes en situation de décrochage scolaire, demandeurs d'emploi ou encore personnes en reconversion, à l'image du programme Paris Code. La première édition a récompensé en juillet dernier 15 lauréats porteurs de projets innovants dans des filières en développement comme la cyclo-logistique, la valorisation de déchets organiques et l'agriculture urbaine. Engagés dans la réinsertion professionnelle de personnes en situation de grande précarité depuis 2012, Carton Plein a été labellisé Paris Fabrique dans le cadre du projet lauréat La Grande École des métiers du vélo qui regroupe l'EPEC, études et chantiers, la Cyclo-officine de Paris et la Petite Roquette. L'association réutilise des cartons usagés et réalise des collectes, des livraisons et des déménagements à vélo grâce aux cyclo-logisticiens et aux valoristes qu'elle forme. Dans le cadre de notre entreprise d'insertion, durant 9 mois, 6 cyclo-logisticiens sont formés à la logistique urbaine, en particulier à la logistique à vélo et au code de l'entreprise, nous explique Célia Le Turc, responsable de formation. Dans les prochaines années, la formation évoluera afin de mieux s'adapter aux attentes des cyclo-logisticiens et à la réalité du marché. L'objectif est de varier notre accompagnement afin de toucher le plus de personnes possible, peu importe leur parcours de vie. Pour l'heure, la formation séduit déjà son public à l'image de Ruben, élève depuis octobre. Je suis très content de l'enseignement reçu, la théorie comme la pratique, et je continue d'apprendre tous les jours. Je suis touché par la préoccupation des formateurs envers nous. Ils s'assurent que nous ayons bien tout compris. Sur une échelle de 10, je leur donnerai 10. Carton plein. Plus d'infos sur paris.fr/Paris Fabrique. Et puis le programme Paris Code, chaque année 1000 personnes en situation de décrochage scolaire, en reconversion professionnelle ou demandeuse d'emploi peuvent devenir développeurs codeurs grâce à Paris Code. Ce programme soutient financièrement et logistiquement les formations dédiées. Plus d'infos sur paris.fr/Paris Code. Découverte Victor Hugo de Place des Vosges à Guernesey. La maison de Victor Hugo, dans le 4e, présente jusqu'au 15 avril l'exposition Portrait d'une maison, celle de Guernesey.
L'occasion de découvrir l'autre demeure anglo-normande du célèbre écrivain durant son exil insulaire qui rouvre le 7 avril après un an de travaux. À 50 km des côtes normandes, l'île de Guernesey devient entre 1856 et 1870 le refuge de Victor Hugo qui fuit le Second Empire de Louis-Napoléon Bonaparte. Plus qu'une demeure, Hauteville House, où il vivra avec sa famille, est un univers pensé par l'artiste tel un paysage habitable. Son aménagement est le fruit de l'inspiration d'un poète, dramaturge, romancier, dessinateur et homme politique. L'exposition de la maison de Victor Hugo, place des Vosges, qui fut également sa demeure parisienne avant son exil, présente les peintures, dessins et photos d'époque de la décoration de Hauteville House qui rouvre après 18 mois de travaux. Entre ses murs, le maître a conscience de réaliser une œuvre à part entière. Il en élabore les plans et l'aménagement qu'il fait réaliser par les artisans locaux. Là, une tapisserie qui recouvre murs et plafonds. Ici, des céramiques et boiseries sur lesquelles il grave ses pensées. À l'étage trône le bureau sanctuaire de l'écrivain où il terminera Les Misérables, qu'il agrémentera d'une grande verrière avec vue sur la Manche. C'est là qu'il écrira Les Travailleurs de la mer et bien d'autres chefs-d'œuvre. Les documents de l'exposition sont ceux grâce auxquels les restaurateurs ont pu restituer les revêtements, damas et autres tapisseries. Problème, les photos sont en noir et blanc. Si les archives du tapissier parisien Pierre Fray permettaient de retrouver le motif du damas du Salon Rouge, en photo ici, c'est la découverte d'un échantillon du tissu de la taille d'un timbre-poste resté sur les murs qui a permis d'en restituer la couleur exacte. Même travail avec le sage intérieur pour rebroder les soieries chinoises. C'est un minuscule morceau et à de petits fils de soie que l'on doit de contempler aujourd'hui le salon tel qu'il était au 19e siècle. La restauration de Hauteville House a coûté près de 4,5 millions d'euros, financée pour 3,5 millions par le mécénat de Pinot Collection. Le reste a été pris en charge par Paris Musée et la Fondation du patrimoine à l'origine d'une opération de financement participatif. La somme de 54 000 euros a été récoltée et consacrée à la réfection des meubles, une entreprise collective qui montre combien l'auteur des Contemplations demeure l'écrivain le plus aimé des Français. Conformément aux volontés de ses petits-enfants, la maison de Hauteville fut offerte à la ville de Paris en 1927. Fermeture prochaine après la rénovation de Hauteville House. C'est au tour de la maison de Victor Hugo de fermer ses portes pour travaux dès le 15 avril. Des travaux qui devraient durer une dizaine de mois. En photo sur ses pages, Victor Hugo dans le Salon Rouge de Hauteville House à Guernesey en 1868. Et puis on aperçoit également cette reconstitution à l'identique du Salon Rouge de Hauteville House tel qu'il était au 19e siècle. Plus d'infos, la maison de Victor Hugo se trouve 6 place des Vosges à Paris dans le 4e. Renseignements par téléphone au 01 42 72 10 16 ou sur www.maisonvictorhugo.paris.fr. La Fabrique Nomade valorise les artisans réfugiés. Lauréate 2018 des trophées de l'économie sociale et solidaire de la ville de Paris, l'association aide depuis 2016 les artisans réfugiés à vivre de leur talent. C'est en découvrant l'histoire de sa mère qu'Inès Mesmar décide de créer l'association La Fabrique Nomade en 2016, un lieu d'accompagnement pour les artisans réfugiés. Elle a 35 ans quand au détour d'une conversation, elle comprend que sa mère, arrivée en France des années plus tôt, a non seulement laissé derrière elle la Tunisie, mais aussi son métier de brodeuse. Inès enquête alors auprès des centres d'accueil pour réfugiés et migrants. Elle y rencontre Kim, brodeuse au Vietnam, caissière en France, Ali, menuisier afghan, agent d'entretien en France, et tant d'autres. J'ai pris conscience que la violence de la migration, de la perte de repères et des difficultés à faire valoir ses compétences. D'une durée de 6 mois, le programme qu'elle a mis sur pied aide ses artisans à développer leur savoir-faire en France, dans des locaux loués à la Société d'économie mixte de la ville de Paris, spécialisée dans l'animation économique des quartiers. Les talents valorisent leurs compétences, apprennent à s'adapter au contexte économique et culturel français et à répondre aux besoins des entreprises. Originaire du Togo, Jeannette s'affaire derrière son atelier à la confection de bijoux en cuivre et laiton. Si elle ne parle pas encore bien notre langue, son sourire en dit long quand elle nous confie avoir retrouvé l'énergie et l'envie. Un peu plus loin, Sana, venu de Gambie, est heureux de nous montrer son travail du bois. Ici, c'est Fayoun, il est céramiste, mais il donne aussi des cours de tai chi aux artisans. Fadila et Wadi se préparent quant à eux pour le cours de français qui a lieu chaque semaine. Les artisans réalisent ici ce qu'ils savent le mieux faire. C'est comme un CV, leurs objets donnent à voir leur savoir-faire auprès de professionnels et entreprises du secteur des métiers d'art. Une collection Trait d'Union est d'ailleurs née d'une collaboration entre les artisans réfugiés et des designers français. Le grand public peut suivre un atelier avec les artisans pour créer et repartir avec un objet. Comme ils sont animés par les artisans eux-mêmes, ces ateliers participent à leur insertion socio-professionnelle. Cette action leur permet de prendre confiance. La transmission est aussi très importante à leurs yeux, conclut Inès.
Un système gagnant-gagnant à tous les niveaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site lafabriquenomade.com. Récompense des trophées pour l'ESS. La ville de Paris décerne chaque année un prix à plusieurs projets prometteurs de l'économie sociale et solidaire. 12 lauréats ont été récompensés en novembre dernier et ont reçu un chèque de 10 000 € pour développer leurs activités. Chacun, à sa manière, incarne un projet socialement innovant, porteur de sens et de valeur pour Paris. Plus d'informations sur le site paris.fr/trophée ESS. Zéro déchet, c'est le paradis. Pendant un an, les habitants, commerçants et entrepreneurs de la rue de Paradis dans le 10e expérimentent différentes initiatives pour alléger leurs poubelles. Midi 20 passé, la fin qui les guette, Aline et ses collègues descendent les 6 étages de l'immeuble de leur agence rue de Paradis dans le 10e pour aller chercher leur déjeuner. À la main, bentos et autres boîtes alimentaires. Chez le traiteur Manicaretti, comme les autres clients munis de leur propre contenant, ils bénéficient de 5% de réduction sur leur repas emporté. De retour dans leur salle de réunion, briques rouges, les employés dévorent les risottos et autres légumes farcis. Pas d'emballage, pas de déchets. Ces habitués du déjeuner sans empaquetage comptent bien convaincre leurs voisins, car depuis décembre, cette artère est estampillée zéro déchet. Lancée par la mairie du 10e avec le soutien de l'association Zéro Ouest Paris, et l'initiative vise à réduire les 9 tonnes de déchets produits par semaine. Entre les ateliers de cosmétiques solides et d'emballage durable du magasin bio, les apéros sans paille, le bureau témoin et les conférences, les actions se multiplient. Depuis fin janvier, l'opération Mardi Tupperware encourage à imiter Aline et ses homologues. Les consommateurs sont ainsi invités à venir avec leur propre boîte pour les déjeuners à emporter. Un macaron est collé sur la porte des commerces zéro déchet, précise Loukiabana, coordinatrice de Zéro Ouest Paris. Au-delà du 10e, Paris s'est fixé pour objectif une réduction de 10% des déchets ménagers et assimilés entre 2010 et 2020. C'est l'objet du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, approuvé en 2017. Pour ce faire, la ville promeut tous les gestes et initiatives anti-gaspi, sacs réutilisables, eau du robinet, achats à la coupe ou en vrac, réemploi des textiles et équipements, vaisselle réutilisable, soutien aux associations. Avec son plan de compostage 2016-2020, elle favorise le développement du compostage collectif, du lombricomposteur individuel et l'optimisation des filières d'approvisionnement en broyat et d'utilisation du compost. Une habitude à prendre, d'autant plus que les déchets alimentaires comptent 16% du contenu du bac vert. Plus d'infos sur www.paris.fr/gaspillage. En bref, Théâtre du Châtelet, demandez le programme. Le Théâtre du Châtelet dans le premier est en rénovation depuis mars 2017 pour des travaux concernant principalement la technique. Son plafond de verre d'origine sera aussi restitué. Il devrait rouvrir au public en septembre prochain. Mais le programme de la saison 2019-2020 sera en ligne dès le 29 mars. Plus d'infos sur le site www.châtelet.com. Les entrepreneurs solidaires mieux orientés. Sur la nouvelle plateforme www.pousseaupluriel.paris, les porteurs de projets présentent leur initiative à vocation sociale et solidaire afin d'être orientés vers les partenaires les plus adaptés. Les entrepreneurs bénéficient aussi des conseils de la communauté, notamment pour tester et développer l'impact social, environnemental ou territorial de leur action. Toutes les infos sont à retrouver sur le site pousseaupluriel.paris. Nouvel espace aux serres d'Auteuil. Inauguré le 21 mars, les serres contemporaines du Jardin des Serres d'Auteuil, dans le 16e, ouvrent le 21 juin prochain. Divisé en 4 continents, ce site de 1400 m² témoigne de l'attachement de la ville à la préservation de la flore et de la biodiversité. Au programme de ce voyage botanique, ambiance tropicale et subtropicale d'Amérique du Sud, paysages fleuris d'Asie, atmosphère d'Australie, de Madagascar et d'Afrique, etc. À la butte aux Cailles, une piscine cathédrale. Se baigner dans un lieu classé monument historique reste toujours une expérience singulière. Suivez-nous dans les coulisses d'une piscine publique appréciée par les nageurs comme par les amoureux du patrimoine et du cinéma. Il est à peine 9h en cette matinée glaciale de janvier et déjà une dizaine de baigneurs enchaînent les longueurs dans une eau chauffée à 27 degrés en extérieur. Le contraste est saisissant avec la rue en contrebas où les passants se hâtent emmitouflés dans leurs habits d'hiver. La scène étonnante résume bien l'esprit de la piscine de la butte aux Cailles. Insolite, le lieu l'est depuis son ouverture en 1924, à commencer par le choix de son emplacement au-dessus d'un puits artésien d'eau chaude. Son architecte, lui non plus, n'a rien de commun. Ancien étudiant des Beaux-Arts, Louis Bonnier se passionne pour l'art nouveau. Sa piscine sera unique, tout en courbe, jouant avec la lumière, utilisant des matériaux modernes pour l'époque, comme le béton
béton armé. L'architecte de la ville va même plus loin. La butte aux Cailles ressemble à une cathédrale, s'amuse Guy Pellegrin, son directeur. Le bassin occupe la place de la nef et nos bureaux surélevés celle de l'orgue, mais on y trouve aussi un presbytère, des arcs-boutants et un campanile. Celle qui fut à sa création la 3e piscine publique construite à Paris entre au monument historique en 1990. Progressivement, elle n'attire plus uniquement les nageurs, mais les amoureux du patrimoine et les touristes. Nous avons beaucoup d'étrangers qui viennent se baigner car c'est indiqué dans les guides, sourit Guy Pellegrin, qui multiplie les événements festifs, notamment nocturnes, pour diversifier le public. Le cinéma s'entiche lui aussi du lieu. Des scènes du Grand Bain de Gilles Lelouch, sorti en 2018, y ont été tournées. Près d'une vingtaine de tournages de films, clips, pubs ou séries TV y ont lieu désormais chaque année. Dans les années 50, c'est dans ces sous-sols que le 7e art y avait ses quartiers. Les caves en briques servaient de décor aux films noirs de Lino Ventura et Jean Gabin. Rien d'étonnant dans cet espace interdit au public recèle de curiosités des vestiges de rails qui servaient à transporter le charbon jusqu'aux chaudières, à la forêt de piliers qui supporte le bassin intérieur. Une infrastructure monumentale, difficile à imaginer quelques mètres plus haut lorsque l'on barbote dans l'eau. Plus d'informations sur le site paris.fr. Une eau sous contrôle, 5 fois par jour, les adjoints techniques des installations sportives Atis contrôlent scrupuleusement la qualité de l'eau des piscines parisiennes. Si on ne le fait pas, le public ne peut tout simplement pas nager, explique Blanche Doyen au bord des bassins dès 7h du matin avec son matériel d'analyse. La température, le niveau de pH, la teneur en chlore, les mesures prises révèlent la technicité méconnue du travail de ceux qui sont dans le même temps agents d'accueil ou de nettoyage. C'est dans ma nature d'avoir envie de tout connaître, ajoute celle qui, grâce à l'école des métiers de la direction de la jeunesse et des sports de la ville, a pu rapidement se former. Une piscine 2.0, bientôt centenaire, la piscine de la butte aux Cailles est à la pointe de l'innovation. Depuis 2017, elle expérimente le préchauffage de ses bassins à partir de la chaleur issue de serveurs informatiques. Installés dans ses sous-sols, 6 chaudières numériques hébergeant une centaine de puissants serveurs couvrent désormais à elles seules entre 10 et 20% des besoins. Ce système permet d'éviter le rejet de quelques 45 tonnes de gaz à effet de serre et de 20 autres tonnes correspondant à l'utilisation de climatisation énergivore pour refroidir de telles machines en temps normal. Bienvenue aux aquaphobes. Un Français sur 10 aurait peur de l'eau à un degré variable. Cette phobie peut aller de la simple appréhension à l'idée de se noyer à la crise d'angoisse dès que l'on s'éloigne du bord. Pour lutter contre cette peur, la piscine de la butte aux Cailles propose tous les vendredis des cours d'aquaphobie. Dispensés par Laetitia, maître nageuse de la ville, ils se tiennent par petits groupes de 6 à 8 personnes. Les exercices d'immersion, de flottaison et de respiration ont pour but de redonner de la confiance à la suite d'un événement traumatisant survenu souvent dans l'enfance et par la même occasion de retrouver du plaisir à se baigner seul ou avec ses proches. Portrait Marie-Agnès Gillot, une vie étoilée. La danseuse chorégraphe, jeune retraitée de l'Opéra de Paris, se confie sur sa carrière, ses débuts, ses projets, alors qu'elle vient d'être décorée de la médaille de la ville de Paris. Je suis fière d'être la première danseuse à recevoir cette médaille. Décorée de la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris le 21 janvier dernier, Marie-Agnès Gillot, certes émue, s'étonne tout de même de cette distinction. C'est drôle de représenter la Parisienne chic et énergique, moi qui viens de la campagne normande, s'amuse-t-elle. Un an après sa retraite forcée pour cause d'âge limite atteint, 42 ans, la danseuse étoile se souvient encore de l'odeur de la ville à son arrivée à la gare Saint-Lazare. Elle avait alors 9 ans et intégré l'école de danse de l'Opéra de Paris. De ces années d'apprentissage et de scène, malgré une double scoliose qui lui impose un corset, elle en tire une philosophie de vie. La discipline, c'est la base de la liberté et pas l'inverse. De sa nomination comme danseuse étoile à 29 ans, en mars 2004, après la représentation de Cygne de Caroline Carlson, elle en tire une fierté. Je suis la première danseuse à obtenir ce titre après un ballet contemporain. Tout en créant ses propres chorégraphies, Marie-Agnès Gillot a dansé les créations des plus grands, Béjart, Nourev, Forsyth, Matzek, Kilian, Preljocaj, Pina Bausch, MacGregor. J'adore l'énergie, répète-t-elle souvent, et elle le prouve. Malgré sa retraite, l'étoile parisienne continue à danser sur d'autres scènes et se consacre à la chorégraphie, la création, l'enseignement. Après un clip d'Arthur H, un film de Pascal Thomas et un rôle dans Peau d'âne au Théâtre Marigny, Marie-Agnès prépare un ballet avec le danseur espagnol de flamenco contemporain Andrés Marin qu'ils présenteront fin 2019. Un programme chargé qui lui laisse tout de même le temps de profiter de Paris. J'adore les nouvelles rives de Seine où je me promène le week-end avec mon fils de 5 ans. Je vais aussi beaucoup dans les musées parisiens car j'y retrouve cette beauté évidente pour moi. Avant de conclure, toujours avec cette énergie qu'elle cultive, Paris m'a apprivoisée car on ne se fait pas à Paris, c'est Paris qui vous fait. Livre, interview sur des airs parisiens.
professeur d'université, Stéphane Hirschi est un passionné de chansons auquel il a consacré plusieurs ouvrages et un festival. Son Paris en chansons est une balade à travers la capitale et nos souvenirs. Pourquoi Paris est-elle une ville si chantée ? Certaines chansons relaient l'imaginaire déjà existant de quartiers comme Saint-Germain-des-Prés avec ses artistes et ses étudiants, Belleville avec sa dimension sociale chantée par Aristide Bruand ou au contraire l'aspect intime des paroles d'Eddie Mitchell ou encore les Champs-Élysées qu'universalise la chanson de Jodassin. Et avez-vous découvert des lieux parisiens grâce aux chansons ? Au-delà des lieux connus comme le parc Brassens ou la place Dalida, je voulais montrer que les nouveaux aménagements sont comme des courants d'air avec des noms d'artistes, les squares Léo Ferré et Alain Bachung, le jardin d'Amial, l'allée Barbara, etc. Ces nouveaux espaces ponctuent les repères traditionnels et modernisent Paris. Cela crée un itinéraire original de nouvelles balades parisiennes. Et quelle chanson incarne le plus Paris ? Parmi les plus populaires, on trouve à Paris de Francis Lemarque, La complainte de la butte par Cora Vauquer, Il est 5 heures, Paris s'éveille par Jacques Dutronc. Il y a aussi des artistes qui incarnent Paris comme Édith Piaf ou Juliette Gréco. L'artiste a souvent un souvenir personnel attaché au quartier. Par exemple, la rue des Solitaires dans la dernière séance d'Eddie Mitchell. C'est le pouvoir de suggestion d'une chanson. Paris en chanson de Stéphane Hirschi, photo Pierre Nicou, à retrouver aux éditions Massin, 192 pages, le prix 25,90 €. Histoire, mémoire de Paris, les plaques sont des empreintes gravées de ce qui a été grave et qui le demeure, écrit Philippe Appellouag dans son livre consacré aux plaques commémoratives parisiennes de 1939 à 1945, un hommage aux enfants juifs, aux résistants, aux justes et aux combattants de l'ombre. Enfants de Paris 1939-1945, Philippe Appellouag aux éditions Gallimard, 1184 pages pour 45 €. Beau livre, intérieur parisien. Découvrez le charme d'appartements et de maisons au style à la fois vintage et contemporain. Chaque lieu révèle des secrets de décoration souvent poétiques. Les photos de Claire Coccano et les aquarelles de Marin Montagu illustrent des conseils pratiques. Sous les toits de Paris d'Inès de la Fressange et Marin Montagu, aux éditions Flammarion, 256 pages, 35 €. Guide citadin au pouce vert, jardiner autrement à Paris, 100 lieux pour reverdir la capitale, recense sous forme de fiches les ateliers et jardins partagés, ruchers et fermes urbaines, boutiques et lieux associatifs, ainsi que les adresses où apprendre à jardiner et troquer des plantes. Jardiner autrement à Paris par Emmanuel Vibert aux éditions Parigramme, 128 pages pour 9,90 €. Bande dessinée, l'ingénieur amoureux. Derrière les travaux de Gustave Eiffel, il y a l'homme moins connu qui pratiquait le magnétisme, fréquentait Jules Verne, et il y a l'amoureux. Entre réalité historique et fiction romantique, cette BD nous entraîne à la rencontre des femmes de sa vie à l'occasion des 130 ans de sa plus majestueuse réalisation, A comme Eiffel de Xavier Coste et Martin Tristram, aux éditions Casterman, 128 pages, 21 €. Tribune, groupe socialiste et apparenté, Rémi Féraud, président du groupe. Pour un espace public sans mégots. Sur proposition des élus socialistes, le Conseil de Paris a adopté à l'unanimité une délibération pour expérimenter des rues sans mégots dans chaque arrondissement. C'est une initiative utile pour faire reculer le fléau des mégots jetés dans nos rues. À Paris, 350 tonnes en sont en effet ramassées chaque année sur l'espace public, soit 10 millions par jour. La nuisance causée par ces déchets est bien sûr visuelle, financière, par le coût qu'engendre le nettoyage, mais aussi écologique, puisqu'un seul mégot pollue 500 litres d'eau à cause des 2500 substances chimiques qu'il contient et mettra plus d'un quart de siècle à se dégrader. Depuis 2012, des dispositions ont été prises pour inciter les fumeurs à jeter leurs mégots dans les corbeilles de rue, toutes munies d'éteignoirs, et les contrevenants sont désormais passibles d'une amende de 68 €. Si ces mesures sont nécessaires pour faire changer les comportements, elles doivent être renforcées par des campagnes de communication à destination des riverains, commerçants, étudiants qui s'engageront dans les rues sans mégots de la capitale à respecter de bonnes pratiques. Des cendriers de poche seront largement distribués aux habitants et aux usagers. L'accent sera également mis sur le recyclage des mégots, encore embryonnaire en France. Enfin, à l'aide des associations partenaires, des campagnes de prévention du tabagisme seront proposées. Anne Hidalgo a aussi demandé au gouvernement qu'un éco-organisme du tabac soit mis en place permettant aux cigarettiers de prendre en charge le coût énorme que représentent ces déchets pour les collectivités selon le principe du pollueur-payeur. La lutte contre les incivilités constitue une priorité de notre municipalité. En supprimant l'habitude encore trop souvent répandue de jeter son mégot dans la rue, les fumeurs contribueront à rendre la ville plus agréable et moins polluée et l'espace public plus apaisé. Ensemble, nous devons y parvenir.
Retrouvez le groupe socialiste et apparenté sur Twitter et Facebook @LUPS-Paris, sur internet www.groupe-ps.paris. Groupe UDI Modem, Éric Azière, président du groupe. Réinventons le périphérique à l'heure du Grand Paris. Décrié comme une fracture urbaine tant visuelle que symbolique, pointé du doigt comme une source majeure de pollution atmosphérique et sonore pour les riverains, accusé d'enfermer Paris dans ses frontières et de freiner l'élan métropolitain de la capitale, si le constat sur le boulevard périphérique est aujourd'hui largement partagé, les réponses à apporter restent, elles, à définir. La question de la métamorphose du périphérique n'est pas nouvelle. Territoires, élus, urbanistes, architectes, paysagistes et autres bureaux d'études s'en sont déjà saisis et ne peut se satisfaire de projets de suppression fantasques ou autres solutions toutes faites. Elle appelle au contraire une réponse collective, coordonnée et nuancée pour réinventer cet objet urbain monumental et répondre aux enjeux des métropoles de demain, au développement des nouvelles mobilités et aux préoccupations environnementales et sanitaires croissantes. Pour cela, l'échelon parisien ne suffit plus. Depuis 2001, la conférence métropolitaine a ouvert le dialogue entre Paris et ses 29 communes limitrophes, introduisant une rupture fondamentale avec la vision parisiano-centrée qui prévalait jusqu'alors. Il est clair aujourd'hui que la concertation sur le périphérique ne peut se faire qu'à une échelle plus large, dont le périmètre et la gouvernance restent à définir. Il ne faut plus raisonner en termes de centre et de périphérie, mais introduire l'idée de nouvelles centralités, de nouvelles passerelles, de part et d'autre du périphérique. Il reste des divergences quant au degré de mutation qu'il faut apporter au périphérique et au nouveau visage que pourrait prendre cet anneau autoroutier. Cependant, le Conseil de Paris est unanime pour dire que l'heure de sa transformation a sonné, une transformation qui offre une réelle opportunité à l'heure du Grand Paris de repenser l'espace métropolitain dans une logique d'aménagement polycentrique. Groupe Les Républicains et Indépendants, avec Florence Berthoud, présidente du groupe. Police municipale, quelle réalité après les annonces ? La mise en place d'une police municipale est attendue par l'immense majorité des Parisiennes et des Parisiens. Et les chiffres leur donnent raison. 800 crimes et délits sont commis chaque jour à Paris, 20% de plus entre 2012 et 2017. La création d'une police municipale est d'autant plus indispensable que la police nationale est de plus en plus mobilisée par la lutte contre le terrorisme, la protection des grands événements et l'encadrement des manifestations. La baisse des effectifs de police aggrave cette situation avec la disparition de l'équivalent d'un commissariat depuis 2014, soit 270 policiers en moins à Paris. Une fois de plus, en novembre dernier, notre groupe déposait une proposition concrète et financée pour mettre en place une véritable police municipale. Une académie de la police municipale parisienne pour former les agents pendant 6 mois, avec un stage d'1 an à l'exercice de missions clairement définies et au maniement des armes pour les protéger, avec un dispositif renforcé de vidéoprotection. Hélas, la police municipale annoncée par la maire de Paris est d'une toute autre nature puisqu'elle a catégoriquement refusé que le gouvernement modifie la loi qui, depuis Napoléon, confie les pouvoirs de police au seul préfet de police. Autrement dit, la police municipale annoncée à grand renfort de communication ne fera ni plus ni moins que ce que fait l'actuelle brigade de lutte contre les incivilités. Pas de contrôle d'identité des auteurs de petits trafics, pas d'accès aux fichiers des permis pour contrôler les conducteurs qui ne respectent pas les zones 30 dans Paris, etc. La grandeur de la politique est de dire ce qu'on va faire et de faire ce qu'on a promis d'engager, tout le contraire du parti pris de la réforme présentée après le revirement de l'exécutif municipal. Retrouvez le détail de nos propositions sur notre site internet groupe-lri.paris. Groupe communiste Front de Gauche, Nicolas Bonnet-Oulalge, président du groupe. Police municipale à Paris, pour nous, c'est non. La sécurité des Parisiens et Parisiennes est une chose trop importante pour que l'on prenne des décisions hâtives sans réelle concertation. Paris dispose d'instruments pour répondre aux besoins légitimes de sécurité des Parisiennes et Parisiens, instruments qu'il faut améliorer et approfondir, coordonner. Les plaintes concernent les cambriolages, les incivilités, les agressions à caractère raciste, antisémite et homophobe, le harcèlement de rue, les nuisances sonores et de la cohabitation difficile des différents moyens de mobilité dans l'espace public. En quoi, sur nombre de ces sujets, la création d'une police municipale va changer les choses. Ce sont plus de policiers nationaux qu'il faut pour Paris. La police municipale n'est pas dans le contrat de mandature de la majorité, pas plus qu'elle ne figurait dans la lettre de mission des adjoints successifs en charge de la sécurité. La création d'une police municipale aurait pour conséquence une diminution de la présence de la police nationale dans notre ville, baisse des effectifs et diminution du nombre de commissariats. Elle engendrerait mécaniquement une augmentation des dépenses à la charge des Parisiens et Parisiennes qui paieraient 2 fois pour un service dont
dont on n'est pas certain de l'efficacité. Cet argent, ce sera cela de moins pour les politiques de prévention et de médiation, par exemple. Or, le cœur de nos obligations et l'essence d'une politique de gauche en matière de sécurité, c'est la prévention, l'éducation et la protection des mineurs. De plus, l'objectif de tous les gouvernements, depuis Sarkozy jusqu'à Macron, est de transférer des charges supplémentaires aux collectivités sans les compenser. Mobilisons-nous pour que Paris bénéficie du fait de son statut, de sa réalité démographique et des particularités qui lui sont attachées, d'une forte présence de la police nationale, mais ne faisons pas croire que la création d'une police municipale va régler tous les problèmes. Pour toutes ces raisons, pour nous, la police municipale à Paris, c'est non. Groupe écologiste de Paris, David Béliard, président du groupe. La police municipale n'est pas gage de sécurité. Entre incivilité, agression sexiste et LGBT-phobe, nuisances sonores, trottoirs malpropres et encombrés de trottinettes et de scooters, il nous faut agir en renforçant la coordination des agents de la ville déjà assermentés et aussi en apportant une réponse plus équilibrée entre la sanction et la prévention. Agir sur les causes des violences du quotidien, à l'école, dans les rues, dans la prise en charge des usagers et usagères de drogue et l'hébergement des personnes migrantes. Cette vision qui allie sanction et prévention n'a pas été entendue. En décidant seule de créer une police municipale, Anne Hidalgo a choisi le tout sécuritaire et tout répressif. Cette police municipale à venir sera inutile et probablement contre-productive. Elle va coûter cher à la ville qui, pour équilibrer son budget, devra couper dans d'autres dépenses. Quels investissements, quelles dépenses sociales seront diminuées pour financer ces nouveaux agents et agentes? Comment ignorer que partout où des villes se sont dotées d'une police municipale, la police nationale s'est raréfiée? En réalité, cette réforme n'aboutira pas à un renforcement des forces de l'ordre, mais à une substitution progressive de la police nationale par une police municipale. C'est d'ailleurs ce qu'espère pouvoir faire le gouvernement partout en France, notamment pour des raisons budgétaires. À l'État, la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme, aux villes, tout le reste, dont la délinquance. Enfin, plus inquiétant encore, la réglementation qui encadre la police municipale prévoit l'armement létal. La maire de Paris, par cette décision, ouvre donc la voie à plus d'armes dans nos rues, avec tous les risques de dérapage que cela comporte. Une autre voie était possible, celle qui recrée du lien et de la confiance entre les Parisiennes et Parisiens et les agents et agentes de sécurité, rendue plus efficace par une plus claire complémentarité avec la police nationale. C'est ce que nous continuerons à défendre. Groupe radical de gauche centre indépendant, Laurence Goldgrab, présidente du groupe Défi climatique, Agir ensemble. Les 4 dernières années ont été les plus chaudes de l'humanité. Face à ce constat accablant, la réponse doit être globale. La protection de l'environnement ne doit pas concerner seulement les espaces reculés faiblement peuplés, mais également l'ensemble des territoires urbanisés, dont notre métropole, alors que les conséquences sont observables localement, comme nous le rappellent les pics de pollution ou encore la crue de la Seine. La mobilisation de tous les acteurs est essentielle, des entreprises aux ménages. La communication ne peut à elle seule changer les comportements. Des politiques publiques doivent être mises en place pour permettre aux citoyens d'agir et les motiver à le faire. Paris, décidé à donner de la voix dans la négociation internationale, s'engage par de nombreuses mesures en ce sens. Habitat, urbanisme, mobilité, biodiversité, etc. Les élus du groupe RGCI, conscients de ces enjeux, ont proposé des initiatives visant à créer des zones d'air dépolluées dans les gares ou encore en faveur d'un éclairage plus raisonné de nos rues. Les pollutions ignorent les frontières. Au-delà de l'échelle parisienne, il nous faut travailler avec les villes voisines en dehors des clivages politiques. À ce titre, le cadre métropolitain est pour nous le plus adapté car sans doute le plus efficient. La mise en place d'une conférence des parties métropolitaines sur le climat est à nos yeux essentielle. Ce sursaut écologique doit être aussi citoyen. Il doit passer par un changement de pratiques quotidiennes, à la clé des économies d'énergie et donc des économies sur ses factures, une meilleure qualité de vie dans son logement et dans sa rue. Ce sursaut est à l'œuvre via les marches pour le climat, mais aussi les vendredis verts initiés par les lycéens. À nous de nous en saisir pour agir ensemble contre le réchauffement climatique. Pour rejoindre le groupe radical de gauche centre indépendant, www.groupe-prgci-paris.com ou le fil Twitter @groupe RGCI. Groupe Les Parisiens progressistes, constructifs et indépendants, Pierre Oriacombe, président du groupe. Un projet de police municipale bien tardif.
Bien évidemment, le groupe PPCI est favorable à la création d'une police municipale à Paris et soutient ce projet qui fait consensus auprès des Parisiens. Il convient de souligner que 82% d'entre eux se déclarent favorables à la création de cette police municipale. Cependant, nous critiquons l'incohérence politique de la maire de Paris, le timing choisi et le manque d'ambition de la réforme annoncée. Fidèle à elle-même, la maire de Paris est entrée en campagne à la manière dont elle dirige la ville depuis 5 ans en usant du coup de com' permanent. Après la gratuité des transports en commun pour les enfants, la maire de Paris a sorti de son chapeau une nouvelle annonce électoraliste, la création d'une police municipale. Il est tout d'abord amusant de constater que la ville donne enfin raison à son opposition au Conseil de Paris qui réclamait en vain la création d'une telle police depuis des années. Le groupe PPCI a quant à lui porté cette demande depuis sa création. Il est ensuite important de noter le timing de l'annonce. La maire de Paris aura attendu la fin de son mandat pour annoncer la création d'une police municipale, acceptant ainsi de perdre 5 ans dans le seul but de se servir de cette annonce comme un tremplin électoral pour sa campagne de 2020. Enfin, nous ne pouvons que regretter que la police municipale annoncée ne soit qu'un ersatz de police municipale. La maire de Paris sont contente de recycler les 3200 agents de la DPSP sans les doter d'armes létales, sans même les armer de pistolets à impulsion électrique. Bref, la maire de Paris colle un bandeau police municipale sur les uniformes des agents de la brigade anti-incivilité sans repenser leur mission, sans réfléchir aux évolutions de la délinquance à Paris. La police municipale à Paris mérite mieux qu'un énième coup de com' de la maire, un débat tronqué et un projet à minima. Cela sera, à n'en pas douter, un des enjeux majeurs de la prochaine campagne municipale. Groupe démocrate et progressiste avec Julien Bargeton, Fadila Méal, Anne-Christine Lang, Thomas Loret, Didier Guillot, Mao Pénineau. Les Parisiennes et Parisiens aiment le débat. La crise des Gilets jaunes qui traverse notre pays est l'expression de 30 longues années d'inefficacité des politiques menées. Nous l'entendons. L'impatience est légitime, la manifester est un droit, mais aucune violence ne peut être tolérée. Les valeurs et les symboles de la République ne peuvent être souillés. Nous condamnons les actes antisémites, racistes, homophobes, le saccage des commerces et de l'espace public, ainsi que les violences contre les policiers et les élus de la part d'une frange radicale du mouvement. Le président de la République, le gouvernement et les élus En Marche travaillent depuis maintenant plus d'1 an à la transformation profonde de notre pays et de son modèle pour permettre à chacun de s'épanouir dans la société et de vivre dignement. Les défis sont grands, l'action engagée commence à porter ses fruits, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis 2009, les lois sur l'entreprise, l'apprentissage, le logement, l'école, les mobilités ou les plans santé, pauvreté, étudiants produisent et produiront des résultats bénéfiques pour les Français. Face à la détresse, le président a décrété l'état d'urgence économique et sociale et a annoncé de nombreuses mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat ainsi que le lancement d'un grand débat national autour de la transition écologique, de la fiscalité, de la démocratie et de l'organisation des services publics. Depuis toujours, Paris a été le centre de débats animés. Pensons à la Révolution française, la Commune ou mai 68. Les Parisiens portent en eux cette culture de la contradiction. Dès lors, saisissons-nous ensemble du grand débat. Nous invitons chaque citoyen parisien à y participer jusqu'au 15 mars pour y faire entendre sa voix et apporter ses solutions. En ligne ou en mairie d'arrondissement, plusieurs moyens sont déployés. Des cahiers de doléances, des débats organisés, des initiatives citoyennes et locales. Ensemble, débattons. Rendez-vous donc sur le site granddébat.fr et sur notre fil Twitter @demprogparis. Le groupe Génération avec Léa Filoche, présidente du groupe, clarifier, coordonner, renforcer les services publics. Les Parisiens et Parisiennes sont un peu perdus. Qui fait quoi ? Quand ? Par exemple, aujourd'hui, les droits de terrasse sont gérés par la ville, les nuisances liées à la musique amplifiée, la préfecture de police, le bruit des cuisines, c'est la ville. Les gens qui crient dans la rue, c'est la ville et la préfecture de police. Et si jamais il ou elle jette un mégot, c'est la ville. Tout cela est loin d'être clair. Or, en termes de régulation de la tranquillité de l'espace public, les Parisiens et Parisiennes veulent pouvoir savoir à qui s'adresser. Que ce soit dans l'audit commandé par la ville de Paris, le sondage auprès des Parisiennes et des Parisiens ou même notre expérience, nous avons besoin à la fois de plus d'agents de la ville dans nos arrondissements, mais aussi de forces de l'ordre. La majorité de ces problématiques relèvent principalement de missions de pédagogie, prévention et médiation, responsabilité de la ville. Pour le reste, c'est du ressort de la police nationale. Même si la répartition des rôles et compétences de chacun et chacune doit être peaufinée, la création d'une police municipale parisienne n'est pas nécessaire.
Ville capitale dense, touristique, Paris accueille de nombreux événements qui vont au-delà de ses responsabilités. Elle ne peut seule assumer le désengagement croissant de l'État en matière de sécurité. Nous proposons, entre autres, de réfléchir à ce que notre propre organisation interne soit clarifiée, améliorée, renforcée, ainsi que de largement communiquer sur les compétences et l'organisation de chacun et chacune sur Paris et d'interpeller l'État avec d'autres collectivités pour la création d'une police de proximité relevant de l'État, mais coordonnée au plus près des maires. La sécurité est un droit, partout. Nous continuerons donc à nous mobiliser pour qu'elle relève de missions de l'État. La police municipale est un palliatif à un État qui se désengage de la santé à la justice, de la sécurité. C'est pourquoi nous restons opposés à sa création, mais souhaitons pouvoir travailler à ce que le service public municipal soit le meilleur possible. Retrouvez-nous sur www.génération-s-paris.fr. Ces différentes tribunes n'engagent pas la rédaction de votre magazine. Mémo du tri, en 2019, Paris vous facilite le tri. C'est simple, tous les emballages et papiers se trient. Dans le bac jaune, bien vidé et en vrac, papier, emballage et briques en carton, bouteilles et flacons en plastique, emballage en métal et c'est nouveau, tous les autres emballages en plastique et métal comme l'acier et l'alu. Dans le bac blanc, bien vidé, bouteilles, bocaux, pots en verre. Dans le bac vert, ce qui reste après avoir fait le tri.